Donc, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour parler donc des bénéfices de la vaccination HPV. Et on va voir qu'on a maintenant vraiment beaucoup de données pour pouvoir promouvoir cette vaccination. Alors, je vais passer du coup très vite là-dessus parce qu'il y a déjà eu des choses. Juste peut-être pour rappeler que ces virus sont connus depuis les années 40 et que leur rôle dans la genèse du cancer du col a été découvert en 1983. Ça a même valu le prix Nobel de médecine donc à son découvreur. Il y a beaucoup de génotypes, mais 12 d'entre eux sont oncogènes, avec 8 qui sont possiblement oncogènes. Et au total, on a 5% des cancers qui sont HPV induits, quasiment la totalité des cancers du col de l'utérus. Et en France, on l'a déjà dit, mais c'est encore 1000 morts par an qui sont liées au cancer du col de l'utérus. C'est l'infection sexuellement transmissible la plus fréquente, puisqu'on estime que c'est au moins 75% des personnes qui vont avoir une infection au cours de la vie. C'est un virus qui est très contagieux, ça aussi c'est un point important. Et le risque de transmission lors d'un rapport sexuel est élevé, de l'ordre de 40%. On l'a vu aussi, l'infection est précoce, ce qui explique l'intérêt de vacciner précocement. Alors ça, on l'a déjà vu, mais juste pour rappeler qu'il n'y a pas le cancer du col de l'utérus. Peut-être que ce vaccin qui a été développé pour prévenir le cancer du col de l'utérus, en fait, a maintenant des indications beaucoup plus larges. C'est aussi un problème d'inégalité. Là aussi, on l'a déjà abordé, mais c'est des inégalités au niveau international, en particulier donc dans les pays qui figurent ici en plus foncé, qui sont les pays qui sont le plus touchés, à la fois en nombre de cas, mais aussi en nombre de décès. Et vous l'avez rappelé lors de votre présentation, donc le Covid, en fait, a été responsable d'une baisse d'une couverture vaccinale qui était déjà très faible, mais qui a encore baissé à l'occasion du Covid. Cette inégalité, Judith l'a rappelé, c'est aussi une inégalité qu'on voit au sein même de notre propre pays. Et on sait que la prévention, de façon générale, est source d'inégalité avec un accès à la prévention qui est beaucoup plus faible pour les personnes qui vivent dans des conditions socio-économiques moins favorisées. Alors, on va arriver maintenant donc aux vaccins. Qu'est-ce que c'est ces vaccins HPV? C'est en fait des vaccins qui sont constitués de pseudo-particules virales. Ces pseudo-particules virales sont en fait des pseudo-capsides du virus qui sont en fait constituées de la protéine d'enveloppe L1 du virus qui va être produite par génie génétique, par la technologie de la protéine recombinante. Et en fait, ces protéines d'enveloppe, donc synthétisées par génie génétique, essentiellement soit dans des levures ou dans des virus, vont avoir la capacité en fait de s'auto-assembler pour faire comme une particule virale, sauf qu'elle n'a pas de la capacité à entraîner une infection, elle n'a pas de matériel génétique pour entraîner une infection. Donc ces vaccins sont adjuvantés. Le vaccin qui existe en France, donc le Gardasil 9, est adjuvanté avec l'hydroxyphosphate d'aluminium. Et puis il existe un autre vaccin qui n'est pas disponible en France, qui est adjuvanté avec un adjuvant lipidique et qui est un vaccin bivalent. Le principe de la vaccination, c'est que, en fait, on s'est rendu compte que quand on administrait ces vaccins par voie parentérale, on avait la capacité d'induire des anticorps à des titres extrêmement élevés qui, par transsudation, en fait, vont permettre d'arriver au niveau de la muqueuse génitale et également au niveau des muqueuses ORL et qui vont donc pouvoir neutraliser le virus pour éviter l'infection et ensuite prévenir des maladies associées à l'HPV, bien sûr au génotype HPV qui sont contenus dans le vaccin, même s'il y a des discussions sur des protections plus larges. Alors, ce qui est très intéressant avec ces vaccins, et on le voit bien sur cette diapositive ici, c'est que les titres en anticorps qui sont induits par cette vaccination sont bien supérieurs aux titres en anticorps qui sont induits par l'infection elle-même. Vous voyez, on estime que c'est au moins 10 fois plus élevé en concentration sérique que après l'infection naturelle. Et puis, la deuxième information qui est importante, c'est que cette protection, donc cette réponse immunitaire, elle est prolongée dans le temps, au moins pendant 10 ans. C'est ce qui fait tout l'intérêt de cette vaccination. On le retrouve sur cette publication plus récente qui montre la persistance donc, de ces titres en anticorps pendant une durée extrêmement large, extrêmement longue, sans qu'il y ait vraiment une décroissance dans le temps de cette réponse humorale.
Alors voilà les vaccins qui sont disponibles. Donc ce sont des vaccins qui ont des autorisations de mise sur le marché dès l'âge de 9 ans. Donc les premiers vaccins qu'on a eu à disposition, c'était un vaccin quadrivalent et un vaccin bivalent. Donc vous voyez les dates d'AMM, 2006 et 2007. C'est pas des vaccins nouveaux, c'est des vaccins pour lesquels maintenant on a beaucoup de recul. Et puis donc en 2015, un vaccin 9 valents donc a été mis disponible, qui a été mis sur le marché, qui comporte les 4 génotypes qui étaient compris dans la première génération et auxquels ont été ajoutés 5 autres génotypes. Donc les autorisations de ces vaccins sont la prévention des lésions précancéreuses et des cancers du col de l'utérus, de la vulve, du vagin, de l'anus, liés au HPV donc contenu dans le vaccin. Et puis pour le vaccin 9 valences, en fait les génotypes 6 et 11 protègent aussi des verrues génitales. Alors quand on regarde en fait la protection conférée par ces vaccins et l'élargissement qu'a apporté le vaccin 9 valences, vous voyez que donc le 6 et le 11 protègent contre les verrues génitales. Le 16 et le 18, qui sont les génotypes les plus à risque d'entraîner la survenue de cancer, protègent contre à peu près 73% des cancers du col, probablement liés à HPV, et 81% de tous les cancers HPV induits. Donc c'est une part très importante. Et en ajoutant donc les 5 génotypes supplémentaires, on ajoute la protection sur 11% des cancers HPV induits. Alors, quand on s'intéresse au bénéfice de la vaccination, on en a déjà parlé, mais ce virus donc a la capacité d'entraîner donc des infections chroniques qui vont ensuite être responsables donc de lésions précancéreuses, et puis seulement plus tardivement, et on dit globalement 1 ou 2 décennies plus tard, globalement 20 ans après l'infection, la survenue du cancer du col de l'utérus. Et donc, quand on va vouloir évaluer le bénéfice de la vaccination, on va d'abord être en capacité d'observer une diminution de la circulation des génotypes HPV qui sont compris dans le vaccin. Pour les vaccins qui comportent donc les génotypes 6 et 11, on va avoir une diminution des condylomes. Et puis, secondairement, on va avoir une diminution des lésions précancéreuses, puis la survenue d'une diminution du cancer du col de l'utérus. Et ce qui est particulier avec ces vaccins, c'est qu'en fait, les autorités réglementaires avaient accepté de pouvoir donner des autorisations, non pas sur la prévention du cancer du col de l'utérus, parce que le délai aurait été beaucoup trop important, mais sur un marqueur intermédiaire qui est la survenue de lésions précancéreuses. Alors, on a sur justement ces lésions précancéreuses toutes les données qui ont été produites lors du développement de ces vaccins. Donc, j'ai choisi de vous présenter ici une méta-analyse de la Cochrane qui a été publiée déjà en 2018, où les auteurs ont repris les données de 26 essais cliniques, donc évaluant l'efficacité de la vaccination HPV sur principalement donc les lésions dysplasiques du col de l'utérus. Au total, plus de 70 000 participants ont été inclus dans ces études, et je ne peux pas vous détailler l'ensemble de la méta-analyse, mais globalement, ce qu'on voit dans cette méta-analyse, c'est qu'on a une réduction donc des CIN2 ou plus associés à HPV 16 ou 18, parce que c'était les premiers vaccins qui ont été évalués, qui vont passer de 164 000 sur 10 000 à 2 sur 10 000. Donc une efficacité qui aujourd'hui ne peut pas être mise en doute, et toutes ces études donc ont permis la mise sur le marché de ces vaccins. Donc ensuite, une fois que ces vaccins ont été mis en place et que les campagnes de vaccination ont été mises en place, mais on a pu observer dans les pays qui ont vacciné, et on a déjà parlé de l'Australie, mais par exemple ici dans cette publication sur des données australiennes, les auteurs ont regardé donc chez des jeunes femmes qui consultaient au planning familial 9 ans après l'introduction d'un programme de vaccination, à l'époque donc le vaccin quadrivalent, et ils ont regardé quelle était l'évolution de ces HPV donc vaccinaux
Ici, je sais pas si vous voyez avec la flèche, mais voilà. Ici, donc, vous avez l'évolution donc des HPV compris dans le vaccin entre donc la période pré-vaccinale et puis 9 ans après la mise en place de cette campagne de vaccination. Donc, on voit une diminution très nette de la circulation de ces HPV. Donc, il s'agit ici de l'infection, alors même que les autres HPV, donc ça permet d'avoir un groupe entre guillemets contrôle, n'avait pas bougé. Donc, c'est bien en fait l'effet, l'impact de la vaccination HPV ici qui est mis en évidence. Alors, une autre étude, là, cette fois-ci conduite donc aux États-Unis, à peu près 10 ans après l'introduction du programme de vaccination, c'est des jeunes femmes donc âgées de 13 à 26 ans avec une couverture vaccinale avec une dose d'au moins 84%. Et là, de la même façon, on voit une diminution extrêmement importante de la circulation de l'infection. Pardon, là, c'est pas d'infection, c'est les CIN2, donc de ces virus. Pardon, je me suis trompée. Là, c'est l'infection, pardon, 81%. Et sur ce papier, donc, c'est cette fois-ci l'impact sur les CIN2, donc toujours en population. Et ça, c'est un travail donc d'une méta-analyse qui inclut donc des données sur un nombre extrêmement important de sujets, plus de 60 millions de personnes qui sont suivies jusqu'à 8 ans après la vaccination, et ils regardent quelle est l'évolution donc de la fréquence de ces CIN2 HPV induits après la mise en place de cette vaccination. Donc, ce qu'ils mettent en évidence dans cette publication, c'est une diminution significative de ces CIN2 plus chez les jeunes femmes dès la première année. Par contre, c'est un petit peu plus long quand ça a été, quand la vaccination a été faite chez les jeunes filles à un âge plus élevé, et on n'a pas d'impact, voire même, ça a été beaucoup discuté, en particulier pour les opposants à la vaccination, une augmentation chez les non vaccinés, mais probablement aussi liée à une augmentation du dépistage. Alors, on a eu les premières données sur l'impact de la vaccination sur le cancer du col de l'utérus. Donc ça, cette publication, c'est une publication dans le New England. Donc, Judith nous a déjà montré la figure. Donc, en 2020, c'est une étude donc d'efficacité en vie réelle, c'est-à-dire que c'est un travail qui a été conduit sur la base de registres suédois, où on a des registres qui permettent d'avoir à la fois le statut vaccinal et puis le diagnostic de cancer du col de l'utérus. Donc, ils ont regardé quelle était l'incidence des cancers du col de l'utérus chez des jeunes filles ou des jeunes femmes qui avaient été vaccinées et chez celles qui n'avaient pas été vaccinées. Et ce qu'on voit ici, donc en rouge, c'est l'évolution donc de l'incidence cumulée chez des jeunes femmes qui n'ont pas été vaccinées. Vous avez en bleu la même chose, mais chez des jeunes femmes qui ont été vaccinées entre l'âge de 17 et 30 ans. Et ce qu'on voit ici, la courbe est encore incomplète, mais ça montre très bien que quand on vaccine très tôt, ici c'était chez des jeunes filles vaccinées avant 17 ans, on a une efficacité qui va être plus importante. Elle est évaluée dans cette étude à 88% si la vaccination est faite avant 17 ans et à 53% si elle est faite plus tardivement. Donc ça, c'est les mêmes données. La réduction globale, donc l'ensemble de la population, c'est 63%. Mais par contre, cette réduction va être plus marquée si la vaccination est réalisée plus tôt, ce qui, bien sûr, incite à vacciner plus précocement, mais on voit quand même que l'efficacité n'est pas nulle si on vaccine plus tardivement, et ça peut faire discuter le rattrapage vaccinal à un âge plus avancé. Alors, le deuxième papier qui a été publié, là aussi, qui est très intéressant. Cette fois-ci, c'est une étude d'efficacité en vie réelle, mais sur les données anglaises. Donc, les Anglais ont également beaucoup vacciné. Ils ont utilisé le vaccin bivalent, le vaccin adjuvanté bivalent 16-18. Et cette étude a été réalisée donc chez des jeunes filles, jeunes femmes âgées entre 10 et 30 ans. Donc, ils ont regardé les cohortes en fonction de l'âge de vaccination pour calculer cette efficacité vaccinale en vie réelle, et ils ont démontré, calculé une réduction significative à la fois du risque de cancer du col et de dysplasie de type CIN3. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, cette réduction, elle est maximum si la vaccination est faite plus précocement, ici entre 12 et 13 ans, avec une réduction de 87% sur le risque de cancer et de 97% sur les CIN3. Mais on a une réduction qui existe aussi lorsque la vaccination est faite plus tardivement, avec des données en termes d'efficacité un petit peu moins élevées.
Donc, on a parlé tout à l'heure des objectifs de l'OMS, mais les Australiens, il y a déjà plusieurs années, dans ce papier publié en 2018, ont modélisé l'effet de la vaccination et ou du dépistage. Et en fait, ce qui montre dans cette étude, c'est que si on arrive à avoir un haut niveau de couverture vaccinale, mais si on arrive à maintenir quand même la vaccination, le dépistage, pardon, ici, on pourrait espérer que d'ici 20 ans, le cancer du col ait disparu. Ici, vous avez en bleu la vaccination, le dépistage uniquement dans les cohortes non vaccinées. Alors, un tout petit mot chez l'homme. Donc, chez l'homme, on a moins de données, mais on a quand même des données qui montrent l'efficacité. J'ai choisi de présenter uniquement ce papier ici, qui est la première publication démontrant donc l'efficacité de la vaccination HPV chez l'homme. Et c'est donc un papier qui montre en analyse per protocole une efficacité de 90% contre les lésions génitales liées aux HPV vaccinaux et de l'ordre de 85% sur les infections persistantes, avec une efficacité de presque 50% sur la protection contre la mise en évidence au moins une fois d'un HPV vacciné. Alors, on a parlé de l'efficacité des vaccins sur la prévention des cancers ORL. Donc, comme l'a dit Judith, c'est des données qui sont pour l'instant à consolider, mais on commence quand même à avoir un certain nombre d'informations. Donc, ça, c'est la première publication que j'avais trouvée. Donc, en 2019, c'est une étude transversale qui a été conduite auprès d'une population adulte entre 18 et 33 ans, et ils voient dans cette population une réduction, non pas des lésions dysplasiques, parce qu'on va le revoir, mais en fait, il n'y a pas de possibilité de faire un diagnostic précoce, mais des infections. Donc, on peut imaginer que si on arrive à réduire les infections, on va aussi avoir un impact sur les cancers ORL. Donc, vous voyez une réduction donc de 88% de la prévention, de la prévalence des infections orales à HPV de sérotypes vaccinaux chez les sujets vaccinés par rapport aux non vaccinés. Donc, c'est la première étude qui démontre cette réduction, et donc il y a plusieurs essais en cours. J'ai revu encore pendant le week-end, et pour l'instant il y a rien de publié, mais il y a une très grosse étude qui a pour objectif d'évaluer l'efficacité sur l'infection et l'infection persistante chez les personnes vaccinées au niveau OR. Alors, il y a une méta-analyse plus récente qui a été publiée là en 2021, où les auteurs ont repris les données donc sur des essais ou des études qui évaluaient donc l'impact de cette vaccination HPV sur les infections ORL, donc un peu plus de 15 000 participants. Et dans cette méta-analyse, vous voyez ici, il montre qu'il existe une réduction de 46% donc du risque d'infection à HPV de génotype vaccinal chez les vaccinés par rapport aux non vaccinés. Donc des données qui sont évidemment encourageantes, mais qui doivent aller plus loin pour démontrer l'impact cette fois-ci sur le cancer ORL. Je vais passer là-dessus. On a un tout petit peu abordé cette question, mais on a été interpellé par des données qui montraient qu'une seule dose de vaccin pourrait déjà avoir un impact important. Et ça, c'est un point qui est évidemment des résultats qui sont très intéressants. Donc, c'est un essai qui a été conduit en Inde, qui a été interrompu pour des problèmes d'un accident vaccinal dans un autre essai, en fait. Et donc, ça leur a permis de pouvoir évaluer l'efficacité vaccinale pour les infections HPV 16 et 18 dans les groupes qui avaient reçu une dose, 2 doses ou 3 doses. Alors, on n'est pas dans le cadre de la dysplasie, on n'a pas de suivi à long terme, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'une dose de vaccin, en tous les cas sur l'objectif, sur le critère qui est l'infection, semble tout à fait intéressante quand on la compare aux résultats obtenus après 2 ou après 3 doses. Deuxième étude qui va un petit peu dans le même sens. Cette fois-ci, c'est une étude qui a été réalisée donc en Afrique subsaharienne. C'est un essai randomisé contrôlé qui comparait donc une dose d'un vaccin HPV versus une vaccination méningo, comme c'est souvent le cas quand on fait des essais en Afrique, on ne prend pas de comparateur placebo. Et ici, il montre donc sur les infections persistantes à HPV que la vaccination HPV permet une seule dose
d'avoir un effet sur ces infections persistantes. Donc, pour conclure, c'est un peu rapide de reprendre tout ce qui est disponible, mais je crois que plus de 15 ans après la mise à disposition de ce vaccin, on a vraiment des données très solides sur les bénéfices de la vaccination et des bénéfices en vie réelle qui sont confirmés, qui retrouvent ce qui avait été vu pendant les essais et qui permettent de démontrer l'efficacité sur le cancer du col. Les bénéfices sur les cancers oropharyngés semblent assez évidents, mais bien sûr, il reste à préciser. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Les données de sécurité, je ne les ai pas présentées ici, mais on a plus de 15 ans de recul avec un nombre de personnes vaccinées très important qui laisse penser que le bénéfice-risque est vraiment très favorable pour cette vaccination. Et je pense que les enjeux, donc on va en parler toute la journée, mais en France, c'est d'améliorer vraiment franchement la couverture vaccinale en vaccinant garçons et filles pour avoir aussi un impact et une couverture et une protection collective, mais également de favoriser le rattrapage parce qu'on a pris énormément de retard et on doit non seulement vacciner très jeunes, mais on l'a vu, la vaccination garde une efficacité plus tardivement. Pour l'instant, nos recommandations s'arrêtent à 19 ans, mais on pourrait très bien imaginer qu'on puisse les assouplir et permettre le rattrapage un tout petit peu plus loin dans la vie. Et puis au niveau international, bien sûr, de veiller à l'accès à la vaccination, au moins avec une dose, mais il faut probablement avoir plus de données sur l'efficacité une dose à plus long terme. Voilà, merci pour votre attention.